Auditeurs, auditrices de radio, ici et maintenant, nous revenons aujourd'hui avec un invité dont la voix résonne dans nos cœurs depuis sa dernière intervention sur les ondes de radio ici et maintenant. Il y a quelques mois, il s'agit de monsieur Mehraboudine Mastan, ancien ambassadeur d'Afghanistan en France, docteur en philosophie, chargé d'affaires à Paris pour établir le gouvernement légal d'Afghanistan, reconnu par la communauté internationale et représentant sur le sol afghan par le Front Uni, est avec nous donc cet après-midi. Bienvenue sur Radio Ici et Maintenant, cher monsieur Mastan. Comment allez-vous? Bonjour. Bonjour, merci à vous. Alors, monsieur Mastan, lors de notre précédente émission sur les ondes de radio Ici et Maintenant, auditeur auditrice, donc notre invité a captivé nos esprits et a fait appel à la conscience de la communauté internationale au cours de cet entretien. Monsieur Mastan a émis un appel pour une attention accrue envers la situation en Afghanistan, son plaidoyer pour les plus vulnérables, pour les opprimés et pour les oubliés nous a attiré l'attention sur les réalités que tant d'entre nous pourraient préférer ignorer. Nous avons été rappelés à la situation humanitaire déchirante, aux souffrances subies sous le joug des talibans, à l'oppression endurée au quotidien et à l'extrême pauvreté qui frappe durement la population afghane. Dans un monde où il est parfois facile de se laisser distraire par le tumultume de la vie moderne, eh bien, notre invité nous a ramené à l'essentiel et à l'importance de l'empathie et de l'action. Aujourd'hui, nous avons encore une fois l'honneur de poursuivre cette conversation cruciale, de creuser plus profondément dans les défis et les espoirs qui continuent de définir la situation en Afghanistan. Monsieur Mastan, encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation durant ces derniers mois. Pour commencer, pouvez-vous nous dire, depuis cet dernier échange, quels développements majeurs ont eu ou pas forcément eu lieu en Afghanistan, en particulier en ce qui concerne la situation humanitaire? Tout d'abord, je tiens à remercier vous-même et la radio Ici et Maintenant et vos collègues qui ont toujours été à nos côtés depuis des années pour mener ce combat sur le principe de liberté et des droits de l'homme. Donc, nous sommes vraiment reconnaissants. Moi-même, j'étais témoin comment et combien vous avez été présents à nos côtés déjà dans la première résistance quand le commandant Massoud était là. Et maintenant que les talibans sont de retour, malheureusement, en force, vous êtes toujours à nos côtés. Donc, je remercie tout l'ensemble de votre équipe et, pour être à nos côtés. Bon, donc pour revenir à votre question. Donc depuis le dernier entretien qu'on a eu, il y a bien sûr eu pas mal de changements, quelques changements positifs, mais la situation reste extrêmement grave et tragique. D'abord, pour répondre exactement à votre question, sur le plan humanitaire, c'est vraiment le tableau est extrêmement noir. Je dirais même un tableau sanglant. C'est-à-dire on vit une sorte d'occupation, une occupation extrêmement dure, comme à l'époque des nazis en Europe, ou à l'époque de Tchangiz, des Mongols qui avaient attaqué l'Asie centrale ou la Perse de l'époque. Donc il y a des massacres, il y a des tueries partout, en particulier contre les populations tadjiques, contre les populations hazaras, et surtout vis-à-vis des femmes. Donc les femmes ont perdu tous leurs droits. Le seul droit qui reste aux femmes, c'est de rester à la maison, s'occuper des enfants, la cuisine, et c'est tout. Donc ils ne reconnaissent aucun autre droit aux femmes. Et ça, c'est je dirais le plus tragique, c'est ça. C'est écraser, écarter, d'une manière éliminée même de la scène sociale, la présence des femmes et des jeunes filles dans un pays qui a vécu 40 années de guerre,
où on espérait que pour la reconstruction du pays, les femmes et les jeunes filles jouent un rôle majeur. Et ils étaient sur le point de le faire d'ailleurs, parce que des milliers de jeunes filles allaient à l'université, avaient obtenu pas mal de choses pendant les 20 années. Mais tout ça est tombé à l'eau d'une manière calculée, exprès. Donc les talibans écrasent, éliminent les femmes. Donc les femmes deviennent un objet pour faire des enfants et faire la cuisine et être à la service des talibans. Je ne peux pas dire des hommes parce que tous les hommes ne sont pas d'accord, des talibans. Donc le point le plus tragique, c'est les femmes. La deuxième, toutes les populations non pashtunes, les persanophones, les Hazaras, chiites, les Ismaélites sont forcés de se convertir à l'islam, entre guillemets, des talibans. On voit des séances de conversion forcée, notamment dans le Badakhshan, de la population ismaélite qui n'ont jamais été eu de rôle négatif dans l'histoire de l'Afghanistan. Et pour la première fois, ils sont sous la pression des talibans, où soit on les extermine, soit on les force à se reconvertir à l'islam des talibans. Je ne peux pas dire à l'islam parce que ça ne peut pas être l'islam. Je dis ça l'islam des talibans, au talibanisme en quelque sorte. Donc la guerre se poursuit. Donc le tableau est extrêmement noir. Je pourrais parler des heures là-dessus. Donc les points positifs, c'est quoi? Donc les points positifs, c'est que beaucoup de pays à l'étranger pensaient que cette fois-ci, les talibans ont pris leur leçon, donc ils vont devenir raisonnables, ils vont essayer de composer avec la population, le reste de la population, des femmes, le reste de la communauté internationale. Mais là, depuis 2 ans qu'ils sont à Kaboul, non seulement qu'on ne voit pas de réfléchissement, mais ils sont en train de pousser au maximum, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus sévères qu'ils étaient il y a quelques années. Donc là aussi, le tableau sur le terrain, c'est très grave, mais au moins à l'extérieur, beaucoup de pays qui pensaient, dans des pays d'Asie centrale, l'Iran, peut-être même d'autres pays lointains, pensaient que peut-être que les talibans c'est une solution pour régler le problème d'Afghanistan. Maintenant, ils se posent sérieusement la question. Donc les seuls pays qui restent derrière les talibans, bien sûr, c'est le Pakistan qui joue un double jeu. D'un côté, ils sont totalement derrière les talibans. Je dirais qu'il y a l'armée pakistanaise qui sont sur le terrain. Les conseillers, les experts de renseignement appuient et soutiennent massivement les talibans. Mais en même temps, ils jouent un tableau, une scène de théâtre en disant, nous avons des attentats au Pakistan parce que ça vient de l'Afghanistan. Donc ça leur donne une alibi en disant que vous voyez, on n'est pas totalement avec eux. Donc ça devient complexe pour l'opinion publique internationale, le rôle que le Pakistan joue dans cette histoire. Donc le Qatar et tous les réseaux qui est derrière Qatar, qui soutient les talibans, qui continuent à soutenir les talibans. Et ensuite, bien sûr, le plus grand soutien derrière, ce sont les Américains. Donc c'est eux qui ont négocié pendant des années, au moins 2 années, avec les talibans pour trouver une solution. Et finalement, ils donnent la clé de l'Afghanistan aux talibans. Et maintenant, chaque semaine pratiquement, ils leur apportent de l'argent, de soutien financier. Donc si les talibans se maintiennent, parce qu'ils reçoivent des millions de dollars. Donc on peut estimer en 2 années qu'ils sont là à Kaboul, ils ont reçu entre 2 milliards à 8 milliards de dollars. Donc c'est énorme dans un pays comme l'Afghanistan. Et cet argent-là, on ne sait pas où il va. Soi-disant, c'est destiné à aider la population afghane, mais la population afghane est toujours dans la misère la plus totale. Toujours, il y a des gens aujourd'hui qui, depuis des jours et des jours, ils n'ont qu'un petit repas. Je dis un petit repas, je dirais, c'est peut-être un bout de morceau de pain qu'ils mangeront dans une partie de la journée, et c'est tout. Et les talibans se partagent des millions de dollars entre eux-mêmes. Je ne sais pas c'est quoi leur agenda futur. Est-ce que c'est pour aller plus loin, pour exporter leur djihad vers l'Asie centrale, vers l'Iran, vers ailleurs? On ne sait pas. On ne sait pas et on soupçonne vraiment un agenda caché qui n'est plus caché maintenant. Donc voilà un petit peu le tableau. Le côté positif, c'est que certains pays qui pensaient, surtout les pays européens, qui pensaient que cette fois-ci les talibans vont
être plus sages. Et donc, finalement, ils constatent qu'il n'y a pas de changement. Et non seulement qu'il n'y a pas de changement, il y a un durcissement, il y a plus de barbarie, plus de sévérité vis-à-vis de la population. Donc là, j'appelle aux pays européens et surtout la France, qui a toujours eu un rôle de leadership dans l'Afghanistan pendant des années de la djihad, de la résistance anti-soviétique, de reprendre le dossier d'Afghanistan et de jouer un rôle plus important que ça, de ne pas être attentif et suivre les instructions d'autres puissances. Donc il faudrait que les Européens, la France, l'Allemagne et d'autres pays européens qui ont déjà apporté leur soutien pour recevoir des milliers de réfugiés afghans, mais qu'ils jouent davantage un rôle, parce que pour nous c'est l'espoir, c'est l'Europe éventuellement, parce que l'Europe a connu les 2 grandes guerres, ils savent ce que ça veut dire le nazisme, ils savent ce que ça veut dire les grandes guerres, la destruction, et nous on aimerait que ça s'ouvre davantage, mais d'une manière active, pas d'une manière de rester spectateur et d'attendre je ne sais pas quoi. Donc autre chose, donc que la résistance qui était au début vraiment une toute petite résistance autour d'Ahmad Massoud et les anciens fidèles de commandant Massoud qui ont commencé à partir de zéro dans la vallée du Panjshir et dans Anbarab, dans le nord de Kaboul, à Badakhshan, dans le Tahor. Depuis 2 ans, ils commencent à s'organiser. Ils ont eu des expériences de combat un peu plus efficaces contre les talibans et s'organisent de mieux en mieux, mais en guérilla. Parce que le rapport de force est incroyable. C'est le rapport de 1 contre 1000. Parce que les talibans ont obtenu des quantités considérables d'armement, c'est-à-dire que les armements que les Américains leur ont laissés est plus important que l'équipement militaire de la plupart des pays de la région. L'équivalent de 8 milliards, et certains observateurs disent que c'est plus de 70 milliards de volume d'armement et de munitions, de matériel militaire que les Américains leur ont laissé. Donc la résistance était au début extrêmement faible, vraiment commencer quelque chose autour d'Ahmad Massoud et son entourage, mais maintenant ça s'élargit. On peut dire que c'est plus de la moitié du territoire afghan si on parle de provinces ou de départements administratifs, sur les 34, au moins sur une vingtaine de grandes provinces ou départements administratifs d'Afghanistan, la résistance est présente. Il y a une grande partie autour d'Ahmad Massoud, mais aussi d'autres groupes qui s'organisent plus ou moins indépendamment pour des raisons de confidentialité ou de secret. Ils agissent dans la clandestinité un peu partout, dans le sud, dans le nord, en dépassant les frontières ethniques d'Afghanistan. Donc la résistance, on peut dire qu'aujourd'hui, est présente partout. Les femmes jouent un rôle toujours, mais c'est une résistance passive. Leur problème, c'est que les femmes n'ont pas un champ de manœuvre important, et surtout les filles. Ils essaient de manifester par tous les moyens possibles en essayant de faire des manifestations, de faire des interviews, de faire des rassemblements, mais à chaque rassemblement, ils sont arrêtés, emprisonnés, et une jeune fille à Kaboul, emprisonnée à Kaboul, donc c'est le plus grande catastrophe qui pourrait arriver, parce que les talibans, ils n'hésitent pas à commettre n'importe quel acte de barbarie, de tabasser des femmes, à torturer, violer, tout ça qui n'existait pas beaucoup dans l'histoire d'Afghanistan dans le passé. Là, ça se pratique d'une manière systématique par les talibans pour faire peur au maximum. Donc voilà un petit peu le tableau, très très sombre. Je pourrais parler des heures, mais j'aimerais qu'on essaye d'avoir un échange plus constructif pour avancer dans notre discussion. En effet, c'est un tableau extrêmement sombre que vous nous décrivez, Monsieur Maston. J'aimerais savoir comment est-ce que les talibans justifient-ils justement leur action brutale et barbare au regard de leurs croyances religieuses? Il y a 2 choses. D'abord, les talibans, c'est des gens au niveau mentalité extrêmement primitif. C'est des gens qui ont été dans des villages lointains au fin fond de Waziristan, de la frontière d'Afghanistan. Vous savez, ces régions-là restent extrêmement
arriérée. La mentalité dans ces villages, dans ces régions lointaines, c'est la mentalité de, je dirais, de 16e siècle ou 15e siècle. La vie moderne, la vie civilisée, ils ont une arrière sur le plan civilisationnel, on peut dire, dans ces gens-là. Ensuite, pendant des années de guerre, ils ont été endoctrinés dans ce qu'on appelle les madrasas. Parce que le mot madrasa, c'est un mot extrêmement respectable et ça nous donne une image extrêmement positive. Le madrasa de Maulana, de Loum, le madrasa de Shams Tabriz, enfin des choses comme ça. Mais le madrasa qu'on appelle aujourd'hui, c'est un centre d'endoctrinement avec un islam totalement déformé, mélangé avec la culture et la mentalité pashtoun, c'est-à-dire que l'islam devient une arme d'oppression totale. Ces jeunes gens, on leur dit par exemple, la femme c'est l'origine de toutes les mâles, parce qu'une jeune fille, ça provoque les jeunes garçons, donc il les détourne de la voie de la croyance. Et donc la vie doit être la croyance, Dieu, et toute la vie doit être la préparation pour aller dans l'au-delà, dans le soi-disant paradis. Donc la vie n'a aucune autre valeur que la préparation d'un voyage éternel vers la vie, vers le paradis. Et c'est ça qu'on recherche à tout instant. Et c'est pour ça qu'ils ont des centaines, je dirais même des milliers de jeunes gens, ignorants totalement, qui sont prêts à aller se faire exploser, à faire des attentats suicides. Donc c'est une doctrinement extrêmement grave. Et je pense que les responsables dans le monde entier devraient interdire par tous les moyens possibles ce genre d'endoctrinement, ce genre de manipulation mentale des êtres humains. Malheureusement, ça existe par centaines au Pakistan et maintenant ils sont en train de le transférer en Afghanistan. Et aujourd'hui, la première priorité des talibans, c'est d'installer des madrasas partout. On leur dit, mais pourquoi? Ils disent, ce pays a été souillé par la civilisation occidentale, par la civilisation soviétique, donc il faut islamiser ce pays à nouveau. Islamiser, entre guillemets. Ça veut dire talibaniser. Donc il faut que tout le monde soit endoctriné, apprenne à vivre l'islam des talibans. Donc, mais une fois que l'école coranique est installée, mais vous êtes sûr que au bout d'un an ou deux, au bout de 5 ans, imaginez au bout de 10 ans, ce jeune garçon n'est plus du tout la même chose que un jeune garçon normal de cette période de l'histoire de l'humanité. Donc il est transformé, il devient un robot pour aller faire un attentat suicide, pour aller attaquer n'importe qui, même pour aller tuer son père ou sa mère ou sa sœur, soi-disant qu'ils ne font pas bien la prière, soi-disant qu'ils ne font pas une bonne lecture de la Coran, de traduction de Coran. Donc il y a des incidents systématiques qui arrivent quand un jeune taliban est allé tuer son père parce que son père ne faisait pas la prière correctement, ou sa mère ou sa sœur parce que sa sœur ne portait pas le tchador correctement. Donc là aussi c'est quelque chose d'extrêmement tragique. Et le souci qu'on a, c'est que ce problème-là, ça va durer des années. Comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va se passer dans un an ou deux? Il y a 2 jours, un ministre taliban qui s'appelle Shahabuddin Delawar, qui est le ministre des mines et de pétroleum, entre guillemets, et dans une réunion publique, il dit carrément, nous sommes tellement forts que personne ne peut nous battre. Nous avons 4000 soldats prêts à se faire sauter, prêts à faire un attentat suicide. Donc vous imaginez cette situation-là? Donc voilà un petit peu. C'est le retard mental, le retard civilisationnel, le détournement de la religion, le l'endoctrinement fait par les Pakistanais et par les réseaux extrémistes du monde islamique et malheureusement soutenu par certains réseaux occidentaux pour des calculs stratégiques ou calculs je ne sais pas quoi. Donc ce phénomène, c'est une vraie menace pour la région. Je parle pas de l'Afghanistan parce que nous on est en plein feu dedans. Je dirais pour la région et pour la paix mondiale. Donc c'est pour ça que j'appelle encore une fois que le monde ne se fasse pas berner, ne se fasse pas tromper par
par ce qui sont dit dans les médias totalement déformés, la situation reste extrêmement grave et ça va durer malheureusement. Monsieur Maston, vous avez réitéré votre appel à la communauté internationale. Pouvez-vous nous donner un aperçu des efforts justement internationaux qui ont peut-être été déployés pour répondre aux défis auxquels fait face la population afghane depuis notre dernier échange? Est-ce qu'il y a eu des actions concrètes qui ont été entreprises depuis de la part de la communauté internationale? Malheureusement, sur le plan de l'ajustement international, il y a une chose, je dirais, un peu positive, c'est les observateurs des droits de l'homme font leur petit rapport et quelques déclarations. Voilà, ça c'est la seule chose. Mais pour le reste, on a l'impression que les pays, quand on cherche à obtenir un rendez-vous le plus proche pour aller interagir avec les talibans, se faire recevoir par les talibans, et donc ça devient, je parle un langage de la rue, ça devient dans l'esprit des diplomates occidentaux, je dirais de tous les diplomates, ça devient extrêmement excitant d'obtenir un rendez-vous et d'aller à Kaboul pour bavarder un barbu taliban, cette même personne qui a organisé des attentats pendant des années. Des années. Par exemple, quand vous voyez le ministre de l'Intérieur, Sirajuddin Haqqani, qui dirige le réseau terroriste qu'on appelle le réseau Haqqani. Pendant des années, il a mené des attentats. Lui-même, dans une réunion, il a dit « J'ai effectué 1060 et quelques attentats suicides. » Et ensuite, il dit j'ai encore des milliers de jeunes gens prêts à faire ça. Et ensuite, il dit que dans une opération qu'il avait menée à l'hôtel intercontinental de Kaboul, il avait dit à ses soldats, à ses kamikazes, que pendant votre opération, le prophète Mohammed était présent sur un mur qui regardait, qui supervisait votre action courageuse. Donc vous imaginez à tel point, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était présent devant le bâtiment intercontinental pour observer votre sacrifice et votre opération. Il le dit ça publiquement. Et pendant des années, il était sur la liste de FBI, l'homme le plus recherché du monde, M. Haqqani. Aujourd'hui, c'est le roi de Kaboul. C'est lui, le ministre de l'Intérieur. C'est le numéro 2 ou le numéro 3 du régime des talibans en force à Kaboul. Et dans un seul attentat de Kaboul, en plein centre de quartier diplomatique de Kaboul, Wazir Akbar Khan, juste en face de l'ambassade d'Allemagne, un attentat, il y a eu 400 morts. 400 morts. Et tous ces 400, ce n'étaient pas des soldats américains ou autres, c'était que des Afghans, des jeunes filles qui allaient à l'université, les gens qui allaient au travail, des gens qui allaient ouvrir leur boutique. Donc, il a fait tout ça. Et aujourd'hui, c'est le ministre de l'Intérieur. Donc, pour vous donner un résumé, pour un schéma, pour un auditeur français qui pourrait bien comprendre ce que je veux dire, c'est qu'imaginez que les forces alliées ont combattu les nazis, ils ont chassé les nazis de la France, et au bout de quelques mois, on négocie avec Hitler et ses proches collaborateurs, et on leur dit, mais venez prendre Paris, et que les mêmes nazis reviennent, et c'est eux le maître de Paris et de la France. C'est ça qui s'est passé pour nous. Je veux dire que pour les nazis, au bout de 70 ans, on continue à poursuivre les nazis responsables qui ont été cachés pendant des années et faire des tribunaux pour les juger, 70 ans, 80 ans après. Mais en Afghanistan, les mêmes gens qui ont fait des attentats où il y a eu des centaines de morts, on négocie avec eux et on est content de ces négociations et on les encourage à revenir à prendre le pouvoir et on leur donne des quantités d'armes qu'on pourrait même pas donner à un pays normal. Même un pays démocratique normal, on ne peut pas leur donner d'un seul coup 70 milliards ou même 6 milliards ou 2 milliards d'armements, d'hélicoptères, de chars et de matériel. Donc voilà, on est vraiment, le peuple afghan est totalement perdu. On nous a dit la démocratie, les droits de l'homme et tout ça, et les mêmes gens qui nous soufflaient à l'oreille les droits de l'homme et les démocraties cherchent l'ennemi numéro 1 de la démocratie,
ils les mettent en force, en force au pouvoir, et en même temps, on dit à tout le monde, allez négocier avec les talibans si vous voulez quelque chose. Mais comment voulez-vous négocier avec ces monstres? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est ça le problème, la situation reste dramatique et ça va durer, c'est ça le problème. Nous, le peuple afghan, d'abord, les femmes, mais aussi la résistance, nous, on essaye de faire ce qu'on peut, en espérant qu'il y ait une reprise de conscience. Parce que les médias, je dirais, les grands médias qui traitent l'Afghanistan, ils sont tous plus ou moins complices de ça. Ils tous, on essaye de dessiner, de faire un tableau, je dirais, plus présentable des talibans. Oui, ils ont des turbans, mais au moins, ils ont apporté la sécurité. Mais on parle de la sécurité. On dit que, mais la sécurité dans une cimetière, qu'est-ce que ça vaut? Dans une sécurité où ma sœur ne peut pas sortir. Ma sœur ne peut pas aller au travail. Ma femme ne peut pas sortir. Par exemple, moi-même, je suis père de 3 filles, 3 jeunes filles. Comment je peux imaginer, parce que tous les matins, mes enfants sortent pour aller au travail, pour aller apprendre. Mais comment imaginer que mes enfants puissent être enfermés pendant des jours et des jours, des années et des années, dans la maison? Et c'est ça le drame. C'est-à-dire que c'est pour ça que le travail des médias que vous faites, d'abord c'est extrêmement courageux, mais ça a une valeur énorme, parce que les grands médias, ils sont, je ne sais pas, ils sont sur une autre planète. Je sais pas, je ne peux pas les accuser, je ne les accuse pas. Oui. Mais ils n'ont aucune efficacité aujourd'hui, ils sont complices d'une manière soit volontaire, soit involontaire, de la tragédie qui se passe en Afghanistan. Alors justement par rapport à ça, ne pensez-vous pas que si on ne voit pas forcément d'action concrète de la part de la communauté internationale, ni forcément les informations relayées comme vous nous l'expliquez sur les ondes de radio ici et maintenant, c'est peut-être dû au fait que la communauté internationale, les médias occidentaux ont peut-être peur des représailles et des actions terroristes que pourraient entreprendre les talibans dans les pays occidentaux en voulant les pointer du doigt? C'est une excellente question. D'abord, je vous remercie de poser la question dans ce sens-là. Donc, imaginons autre chose. Bon, l'opinion publique, parce que moi-même, je suis très loin de mon pays, mais je suis tous les jours. Il n'y a pas un jour où j'ai pas 2-3 communications, soit avec ma famille à Kaboul, soit avec quelqu'un qui est dans la résistance ou dans un. Donc j'ai toujours, je poursuis et je collecte des informations. Donc comme ça, pour moi, j'ai un tableau très clair. Mais en même temps, je reçois des coups de fil des amis que j'ai pas vus depuis 20 ans, depuis 15 ans, par une moyen quelconque, par la page Facebook ou par je ne sais pas qui. Ils me demandent alors qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas ce qui se passe en Afghanistan. Est-ce que tu peux nous dire? Donc je reçois encore tous les jours des appels d'Europe ou des pays de la région. Ou même en Amérique du Nord que j'habite. Donc je reçois des appels, l'opinion publique veut savoir, et aimerait savoir et s'intéresse encore au problème. Mais le problème reste au niveau des responsables politiques, des pouvoirs politiques. Donc là, il y a vraiment quelque chose à dire. On se demande où va la démocratie? Comment la démocratie est complètement détournée? Parce que la démocratie, c'est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Mais on constate que c'est pas tout à fait vrai, de plus en plus. Parce que l'opinion publique européenne, par exemple, qui a vécu les 2 grandes guerres, n'admettrait jamais ce qui se passe en Afghanistan. Et comment ça se fait qu'ils ont fait voter, ils ont élu des responsables qui sont au Parlement ou au pouvoir et qui ne s'occupent pas de cette tragédie? Parce que si cette tragédie-là, on ne l'arrête pas en Afghanistan, si on a peur qu'ils sont en Afghanistan, mais imaginez qu'ils arrivent plus loin, dans le Caucase, et après ils s'approchent de l'Europe, ou des musulmans d'Europe qui sont maintenant quand même quelques millions. Qu'est-ce que vous allez faire à ce moment-là? Il vaut mieux les arrêter là-bas que de les laisser grandir et d'aller vers des pays lointains. Parce que même si les talibans ils disent voilà, nous on ne veut jamais aller plus loin, mais le phénomène qui est là, le phénomène qui s'installe en Afghanistan, même si d'une manière voulue ils ne font rien, ça va dépasser automatiquement les frontières.
ce phénomène-là ne doit pas exister au XXIe siècle. Le talibanisme, c'est pire que le fascisme. Le talibanisme, c'est pire que le fascisme, l'apartheid d'Afrique du Sud, ou tous les régimes dictatoriaux du monde qu'on a connus dans l'histoire moderne, vous les mettez ensemble et ça ne vaut pas l'équivalent des talibans. C'est extrêmement grave. Et non seulement parce qu'il y a trois attitudes possibles. Soit on combat les talibans, à part nous et le peuple afghan, et maintenant malheureusement les jeunes filles qui n'ont rien dans la seule chose qu'ils ont comme parler ou manifester, ils n'ont rien d'autre. Et la résistance qui fait ce qu'il peut. Personne ne les combat. Ou alors on les laisse tout seuls. Si on les laisse talibans tout seuls, ils vont tomber aussi. Ils vont pas durer. Ils vont exister encore 1 an ou 2, mais ils vont pas durer. Mais le problème, c'est qu'on leur donne des moyens énormes. 2 chiffres que je vous dis là, à l'instant. Le minimum que les autorités américaines reconnaissent publiquement, c'est 1,9 milliard qu'ils ont donné aux talibans depuis août 2021. C'est énorme. Et selon nos estimations à nous, c'est plus de 8 milliards qui a été donné. Les armements, comme je vous ai dit, munitions, hélicoptères, chars, véhicules blindés, toutes sortes de véhicules blindés, l'équivalent de 7 milliards au minimum, 70 milliards au maximum. Donc on a mis un monstre. Avec cet armement-là, ils peuvent marcher sur l'Asie centrale et faire tomber les 5 pays d'Asie centrale en 1 semaine. En 1 semaine, parce que même l'Asie centrale ensemble, ils n'ont pas autant d'armement. Donc c'est un exemple. Imaginez en Iran, parce que vous connaissez l'histoire de l'Iran. Tous les attentats qui se passent en Iran, et pour l'instant, jusqu'à maintenant, ils ont été amis avec la République islamique. Parce que les réseaux les plus extrêmes de la République islamique étaient côte à côte avec les talibans. Ils se disaient, mais voilà, vous avez le leadership de la population chiite musulmane, nous on a le leadership des sunnites, on doit travailler main dans la main. Ça a duré pendant ces 2 années. Et maintenant, on se pose la question. Parce que les Iraniens constatent que, mais finalement, les talibans, quand même, ils sont beaucoup plus proches des Américains que de nous. Donc là, ils sont piégés. Ils disent, bien, si on s'oppose aux talibans, bon, on va avoir la guerre. Et si on continue à les soutenir, on est perdu parce qu'ils ne vont jamais être fidèles à nous. Ça, c'est une autre situation complexe qui se développe maintenant. Et donc, je ne parle pas d'Iran et je ne parle pas des autres conséquences parce que j'essaie d'être le plus simple possible pour les auditeurs français qui nous suivent et qui, déjà pour eux, ça doit être plus complexe parce que tout ce que je viens de dire, ils n'ont jamais lu dans la presse depuis 2 ans. Alors, je vais justement rappeler à nos auditeurs et auditrices qu'ils ont la possibilité également d'intervenir en direct pour vous poser des questions au 08 90 37 38 38. Nous sommes sur les ondes de radio ici et maintenant avec notre invité Mehraboudine Mastane, ancien ambassadeur d'Afghanistan en France. Et aujourd'hui, nous poursuivons cette conversation cruciale que nous avons déjà eue auparavant sur les ondes de la radio pour creuser plus profondément dans les défis et la situation compliquée que rencontre l'Afghanistan à cause des talibans. Donc n'hésitez pas, vous pouvez aussi participer durant notre échange au 08 90 37 38 38. Monsieur Mastane, justement, je voulais également vous demander, puisque tenir ce discours que vous tenez et exposer la réalité des faits en ce qui concerne les talibans, est-ce que cette façon de faire a pu avoir des conséquences négatives dans votre vie personnelle? Avez-vous reçu des menaces de mort? Est-ce que les talibans entreprennent des tentatives d'assassinat vis-à-vis des résistants afghans en dehors de l'Afghanistan? Et peut-être que ce sera intéressant pour nos auditeurs d'en savoir un petit peu plus aussi à ce niveau-là. Oui, donc moi j'ai eu la chance que j'étais à l'extérieur avec ma famille. Personnellement, je suis quand même, je suis très chanceux.
un des rares Afghans qui a eu de la chance. Je dis rare parce qu'on est quelques dizaines de milliers à être à l'extérieur. Mais la population d'Afghanistan qui ont été toujours en Afghanistan, qui n'ont jamais sorti, ils sont tous d'une manière ou d'une autre ont été touchés. Tout le monde. En ce qui me concerne à moi, donc moi j'ai vécu mon enfance à Kaboul et je suis de la vallée du Panjshir. Donc la vallée du Panjshir, même à l'époque soviétique, l'occupation soviétique, il y a eu au moins 9 à 12 offensives soviétiques. On était là, on allait d'une vallée à l'autre. Moi-même, pendant les 3 premières années de la résistance, j'étais là-bas. J'allais avec des médecins français soigner des gens d'un village à l'autre, entre 2 bombardements. La situation que moi j'entends, que je vois, qu'on me raconte, est 10 fois plus grave et plus tendue, plus dramatique aujourd'hui qu'il y a que l'époque de l'invasion soviétique. Alors que les soviétiques, leur combat le plus sévère dans l'Afghanistan était dans le Panjshir. Ailleurs, dans le reste du pays, ils se battaient plus ou moins. Ils n'avaient pas une vraie bataille, ils ne menaient pas de vraie bataille. Mais dans le Panjshir, ils menaient des grandes offensives avec beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de sévérité, avec beaucoup plus de préparation. Donc déjà à l'époque, on avait peur, bien sûr, on avait tout le temps peur d'un bombardement ou de se faire arrêter, mais en même temps, on avait une certaine sérénité, une certaine liberté d'aller d'un village à l'autre. Mais aujourd'hui, c'est impossible. Pour faire peur à la population, ils arrêtent n'importe qui et ils pourraient le tuer. Et je vais vous dire pourquoi. Les talibans, ils ont dans leur mentalité la mode de vie de l'époque d'il y a 1000 ans, à l'époque des Omeyyades ou des Abbassides. Je dirais plutôt Omeyyades. À l'époque, dans l'islam, les combattants musulmans, ils appelaient ce qu'on appelle le Dar al-Harb, c'est-à-dire zone de guerre, ou c'est-à-dire une zone où on considère que c'est une zone de combat. Donc Dar al-Harb, à l'époque, il y a 1000 ans, un combattant musulman avait le droit de faire ce qu'il veut. De tuer, il n'y avait pas de tribunal, il n'y avait pas de jugement. Ils ont la main libre pour obtenir le succès, la victoire. Ils pouvaient commettre n'importe quel acte. Donc pour les talibans, aujourd'hui c'est ça. Le Panjshir et la vallée d'Andarab, Chamali, Badakhshan, toutes les zones où la résistance a une certaine activité, c'est ça, pour eux, c'est la zone de Dar al-Harb, zone de guerre. Donc c'est pour ça que tous les jours, il y a des atrocités. Il y a 2 jours, il y a un jeune garçon, un jeune homme, qui n'a rien fait, qui n'a jamais été militaire, il était dans sa maison, il vit dans sa maison. Ils l'ont fait sortir, il a disparu. Le lendemain, ils ont jeté son corps dans le village. Un autre Panjshiri qui était en Iran en exil, mais il n'avait pas de papier d'identité, mais un Afghan, un Panjshiri qui n'avait aucune responsabilité, ni dans la résistance, ni dans rien du tout. Il revient vers Herat pour aller à Kaboul pour se faire des papiers d'identité, parce que son visa iranien était périmé. À Herat, dans la ville de Herat, il se fait identifier comme Panjshiri et ils l'ont tué sur le champ. J'ai reçu la photo sur mon WhatsApp hier. Je pourrais vous l'envoyer si vous voulez. Oui. Donc, vous voyez des choses comme ça. Donc je peux dire qu'il y a plein de gens à chaque instant. Il se peut que quelqu'un de ma famille, de mon village, se fasse tuer. Donc dans mon village, quand je prends un minimum de communication, d'abord j'évite de les appeler parce que tous les téléphones sont surveillés. Surtout tous les antennes de relais téléphoniques dans la vallée de Panjshir et sur la table d'écoute des renseignements de Kaboul. Donc la plupart des gens, donc la résistance doit être extrêmement attentif à ça, parce que s'ils communiquent du Panjshir vers un de ces hommes qui vit à Kaboul ou qui mène une opération ou une action clandestine, mais à partir de table d'écoute, ils vont le savoir qui c'est et où c'est. Et c'est comme ça qu'ils se font repérer et arrêter. Mais quand quelqu'un de ce genre, quand des personnes comme ça est arrêté ou repéré, mais on peut dire que le meilleure chance qu'il faut avoir, c'est de se faire tuer tout de suite. Parce que la torture chez les talibans, c'est une torture
en farsi, on appelle ça azab kosh. Azab kosh. Ça veut dire tuer avec un maximum de souffrance. Donc, il faut exprès. Oui. Donc, dans ma maison dans le Panchir, je ne sais pas ce que ça devient. Je ne sais pas si... je sais que on a mis quelqu'un, bien sûr, quelqu'un qui vit dedans. Mais il y a plusieurs fois, les talibans sont venus, mais les gens de cette maison-là ne sont pas là. On doit le confisquer parce que nos commandants, ils ont besoin de maisons. Donc, pour contrôler le village, ils essayent de mettre leurs combattants dans le village même. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de l'arrivée de l'islam en Asie centrale. Quand les troupes arabes sont arrivées en Asie centrale, donc il y a eu bien sûr beaucoup de combats, mais quand ils ont vaincu contre la population à Bukhara ou à Farghana ou à Samarkand, comme pour contrôler la population, ils ont dit à chaque famille d'accepter de loger dans sa propre maison un combattant arabe musulman. Donc ce qui veut dire que vous êtes dans votre propre maison et vous donnez une chambre ou deux chambres que vous avez à la disposition de soldats arabes conquérants, mais par cette moyen-là, lui, il va vous contrôler. Donc ils font la même chose dans le Panchir. Donc dans chaque village, essayent de prendre des maisons. Donc ils essaient de jouer avec la population. Soit ils les mettent de la pression pour que les talibans, la population puisse d'une certaine manière se soumettre. S'il y a une certaine résistance, ben ils confisquent la maison, ils vident ils expulsent l'habitant en question pour prendre sa maison. Donc de cette manière-là, beaucoup de gens sont menacés à tout moment. Sinon, j'ai trois de mes cousins qui ont été arrêtés, deux qui ont été pendant quelques mois disparus, on ne savait même pas. Et au bout de 2-3 mois, on les a retrouvés. Et une autre qui a été arrêtée pendant une semaine, mais on lui a fait signer un papier comme quoi plus jamais tu seras dans ceci ou cela. Donc le pauvre, il a donné une signature et depuis, il a peur de sortir de la maison parce que avec tout ce qu'ils m'ont demandé de signer, de promettre, j'ai peur que, sans le savoir, je contreviens à quelque chose que j'ai déjà promis. Donc il y a un climat de terreur incroyable. Mais cette situation-là, ça dépend des régions. Si vous êtes dans une région pachtoune, ça se passe relativement bien parce que ils sont eux-mêmes pashtounophones, ils sont pashtuns, ils jouent sur l'ethnie pashtoun au détriment des autres. Donc ça semble plutôt convivial. Quand vous êtes dans des grandes villes comme Kaboul, Herat, où il y a une population mixte de toutes bords d'Afghanistan, là leur situation est un petit peu 50-50, je dirais. Ils ont à la fois peur, mais à la fois ils essayent de se faire apparaître comme gentils, à coopérer avec la personne. Mais quand ils sont dans une zone comme le Panchir, ou comme le Hazarajat, comme le Badakhshan, comme le Takhar, là, ils ne pardonnent rien. Un dernier exemple que je vous donne, dans la vallée de Panchir, pendant la dernière Eid, la fête de mouton comme on appelle, j'ai appelé les gens de ma famille pour leur dire mes meilleurs vœux pour la fête. C'était juste après la prière de Eid. Donc, un monsieur qui m'a dit, ben voilà, il m'est arrivé quelque chose de très grave. J'ai dit, mais raconte-moi. Donc, le monsieur, il habite dans un village et la grande mosquée où on fait la prière de Eid se trouve sur l'autre flanc de la vallée. Donc, pour aller à la mosquée, il doit traverser un pont. Il dit que je me prépare, je mets mes vêtements parce que c'est la fête. On se dit, ben voilà, la fête de Ramadan. Les talibans se disent des musulmans, donc on doit être un petit peu une certaine liberté. Donc j'arrive sur le pont, le patrouille des talibans nous arrête. Qui êtes-vous? Je dis, mais voilà, je m'appelle Antel, je viens de tel village. Où allez-vous? Je viens à la mosquée pour la prière. Quelle prière? La prière de Eid. Je dis, mais vous comprenez pas? Vous êtes prisonnier. Un prisonnier est exempté de prière de Eid. Donc, un prisonnier, c'est vrai, dans l'islam, dans la tradition de l'islam de l'époque omeyyade, ou même maintenant, un prisonnier n'est pas obligé de faire la prière.
Donc ils considèrent toute la population tadjik, persanophone, ou hazara ou d'autres, comme des prisonniers de guerre. Ils n'ont pas de droit. Donc ils ont exempté de la prière de Eid ou la prière de vendredi qu'on doit faire dans une grande mosquée. Donc vous voyez le tableau maintenant? C'est incroyable. Moi, ce que je vous raconte, c'est le tableau minimaliste et de loin. Parce que imaginez quelqu'un qui vient du pays et qui vous raconte sa vie. À ce moment-là, ça devient beaucoup plus dramatique et avec beaucoup plus d'autres détails que je n'ai pas forcément. Monsieur Maston, alors justement par rapport à la question que je vous posais tout à l'heure, je voulais aussi surtout savoir si les talibans entreprenaient des actions aux résistants afghans à l'étranger, comme vous savez la République islamique qui a perpétré des assassinats contre ses opposants dans les différents pays occidentaux. Est-ce que en dehors de l'Afghanistan, les talibans entreprennent également des actions contre les opposants et les résistants? Oui, donc deux choses. Il y a quelques mois, un responsable taliban a fait une déclaration dans ce sens. Il faut arrêter de dire du mal de nous, sinon on vient vous chercher n'importe où. Et il a dit aussi aux personnes qui sont parties en exil d'arrêter de dire du mal de la émirat islamique des talibans, sinon on vient vous chercher. C'est facile de vous attaquer n'importe où, même avec un couteau. Donc quand il a fait cette déclaration, 2 jours après, un Afghan s'est fait arrêter en Turquie. Un Afghan qui avait fait souvent des interviews contre les talibans. Donc c'est déjà ça s'est passé. Ensuite, ils ont activé tout un réseau de personnes qui font des propagandes au profit des talibans. Oui, ils ont fait la sécurité, les autres n'avaient pas fait la sécurité. Nous, on est une vraie république islamique, alors que l'ancien gouvernement, c'était des corrompus d'occidentaux. Enfin, ils jouent là-dessus. Donc, il y a beaucoup de gens qui font de la propagande. Donc, il y a une chaîne de télévision à Los Angeles. Il y avait une autre YouTuber qui était en Belgique qui faisait la promotion des talibans. Il y a ce genre de choses qui se multiplient de plus en plus. Il y a aussi quelques femmes qui sont, d'une manière ou d'une autre, fait ce qu'on appelle le PR, le Public Relation pour les talibans. Oui, on va faire ça, on va faire ça. Il y a quelques femmes qui vont sortir. Alors qu'à Kaboul, les jeunes filles ne peuvent pas aller à l'école, mais il y a quelques femmes favorables aux talibans, facilement, avec n'importe quel type de vêtements, prennent l'avion pour aller à une négociation à Dubaï, à Qatar, en Indonésie, je ne sais pas où. Oui, les talibans, c'est quand même bien, c'est la paix et la sécurité. Peut-être dans quelques années, on reviendra au principe des droits de l'homme, mais pour l'instant, voilà. Donc, il y a 2 types d'actions. Une première, c'est la propagande, mais la propagande qui fait rire. Mais une propagande pour quelqu'un qui n'est pas averti, ça pourrait passer parce qu'on ne sait pas. Mais finalement, oui, on a fait la sécurité, blabla. Mais quelqu'un qui connaît un minimum l'Afghanistan, qui a une bonne volonté, il va comprendre que c'est n'importe quoi. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, les menaces, il y en a eu un tout petit peu, comme je vous ai dit, en Turquie. La semaine dernière, il y a quelque chose qui s'est passé à Washington. Il y a un interprète afghan qui travaillait avec les forces américaines. Il s'est fait arrêter, il s'est fait attaquer par couteau à Washington. Pour l'instant, on ne sait pas trop bien parce qu'on attend que l'enquête de la police soit publiée pour savoir c'est quoi le motif. Mais c'est pas impossible que ça soit un motif de ce genre. C'est-à-dire, tu es interprète, donc tu as collaboré avec l'occupant, donc on va te donner une leçon ici à Washington. Donc il y a des petites actions qui ont commencé, mais il n'est pas impossible que ça aille plus loin. Mais bon, on ne sait pas. Donc on ne sait pas. C'est en même temps, il faudrait que je ne pourrais pas vous dire. Tout est possible. La porte est ouverte de point de vue organisationnel, de mentalité ou de l'idéologie. Les portes ont été grandes ouvertes par les talibans. Donc ils se considèrent comme des soldats de Allah. Tout ce qu'ils font, c'est au bénéfice de l'islam. Donc pour l'islam des talibans, les frontières n'ont pas de valeur. Donc la planète entière appartient aux musulmans. Donc si quelqu'un s'oppose à l'islam, quand je dis islam, c'est leur islam à eux, c'est pas l'islam de vous ou de moi.
c'est l'islam des talibans. Donc, il doit être éliminé n'importe où qu'il soit. Et un soldat taliban est tellement ignorant, tellement manipulé, tellement endoctriné, qu'il est capable de faire tout et n'importe quoi et n'importe où. Donc là aussi, donc je reviens, c'est l'attitude des responsables des pays de, entre guillemets, démocratie. Je ne comprends pas leur attitude. Et on est vraiment perdus. Pendant 20 ans, ils nous ont tabassés sur les valeurs de l'islam. Par exemple, un commandant de la résistance qui avait fait une action quelconque sans le vouloir à une époque, à Kaboul, pendant l'époque de Karzai ou d'Ashraf Ghani. Oui, c'est des gens qui n'ont jamais respecté, c'est des warlords, c'est des chefs de guerre, de ceci ou cela. Et maintenant, les talibans ouvertement commettent, je dirais, légalement, étatiquement, des crimes, des génocides, ignorent les droits de l'homme. Et là, on leur donne du matériel et d'armement et on cherche à dialoguer. Voilà un petit peu le tableau. Tout à l'heure, Monsieur Masson, vous nous avez parlé des réfugiés afghans. J'imagine, enfin brièvement justement, j'imagine que pas mal d'Afghans tentent de fuir et d'échapper aux talibans. Comment ça se passe justement ce processus de migration? Comment s'en prennent les gens qui veulent quitter l'Afghanistan? Premièrement, déjà, on estime plus d'1 million de personnes ont fui l'Afghanistan depuis l'arrivée des talibans. 1 à 2 millions, selon nos estimations, c'est plus que ça. Mais l'estimation plus ou moins officielle qui circule, minimum 1 million ou 2 millions. Mais rien qu'en 2 années, et qui sont partis à l'étranger par tous les moyens possibles, soit par avion, soit par la frontière. L'autre problème, c'est que maintenant, cette fois-ci, dans le passé, l'Afghanistan avait quand même un certain nombre de libertés de traverser la frontière pour aller quelque part. Cette fois-ci, les talibans ont fait en sorte, avec la collaboration des Pakistanais, des renseignements, toutes sortes de renseignements, qu'ils ont pris toutes les frontières avant de prendre Kaboul. Herat, Mazar et Sharif, tout ça est à Kaboul. Et tous les pays de la région, chacun pour des raisons diverses et variées, avaient une certaine accord plus ou moins tacite avec les talibans. Comme l'Ouzbékistan, le Turkménistan, l'Iran, le Pakistan. Je ne parle pas du Tadjikistan parce qu'avec le Tadjikistan, il y a le fleuve Amou qui est très très difficile à traverser. Donc la frontière est déjà grandement sécurisée par le fleuve Amou. Tout le long de la frontière avec le Tadjikistan, c'est le fleuve Amou qui est énorme comme fleuve avec à une vitesse. L'eau est tellement, le courant d'eau est tellement rapide qu'il est difficile de traverser. Donc, toutes les frontières d'Afghanistan étaient bloquées. Donc, ça devient extrêmement difficile. Donc, c'est pour ça parce que s'il n'y avait pas ces problèmes-là, plus de 5 à 10 millions de personnes auraient quitté l'Afghanistan. Ensuite, quand ils partent, la plupart des pays, comme ils cherchent à dialoguer avec les talibans, personne n'agit correctement vis-à-vis d'un réfugié afghan. Donc, les plus chanceux arrivent jusqu'en Europe, jusqu'en Amérique, mais il y a beaucoup de gens qui perdent leur vie, qui perdent leur argent, ou qui se font noyer dans la Méditerranée ou dans les eaux de l'Indonésie. Donc ça, c'est une tragédie qu'on a même, nous-mêmes, on ne connaît pas je dirais la dimension. C'est énorme. Ensuite, il y a tout un tas de réseaux clandestins pour se faire sortir des Afghans. Par exemple, la semaine dernière, j'ai appris qu'il y a un groupe d'interprètes afghans qui avait payé je ne sais pas quel trafiquant en passant par l'Iran, par un visa de Brésil, et qui sont allés en Guyane français. Vous imaginez le Guyane et l'Afghanistan? Quand j'étais à Kaboul, je ne savais même pas où c'était le Guyane. Et ils espéraient que les autorités françaises puissent leur donner, le statut d'un réfugié pour qu'ils puissent retrouver la paix et la sérénité quelque part. Même là, les autorités guyanaises les avaient arrêtés comme des malfaiteurs, comme des trafiquants. Donc je ne sais pas où c'en est, je ne connais pas le reste des détails de cette histoire. Donc la tragédie des Afghans en exil, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas beaucoup. On connaît un tout petit peu, mais je pense qu'au fur et à mesure,
on va le savoir. On s'est dispersé partout, de l'Afrique, de l'Amérique du Nord, de l'Europe, l'Indonésie. On a cherché à sortir du pays par n'importe quel moyen et vers n'importe quelle destination. C'est très difficile d'avoir quelque chose de très clair là-dessus. Alors je pense que on en avait peut-être brièvement parlé la dernière fois, et puis tout à l'heure vous nous avez donné aussi quelques explications sur le fait que les talibans ont une mentalité arriérée, etc. Mais la question qui demeure et qui me préoccupe également, c'est de savoir finalement de quelle ethnie sont-ils? Est-ce qu'ils sont afghans? D'où viennent-ils? À quelle secte appartient finalement les talibans, et quelles sont leurs origines, en tout cas l'origine de ces individus se revendiquant, faisant partie des talibans? Donc, les talibans, si vous voyez dans la société traditionnelle d'Afghanistan, dans le passé, il y a ce qu'on appelle les mollahs. En Iran, ce qu'on appelle les ayatollahs, mais chez les sunnites afghans, ce sont des mollahs. C'est des gens qui se consacrent à la religion, qui apprennent l'histoire, la littérature, les interprétations des versets coraniques, de la sunna, c'est-à-dire la tradition de l'époque du prophète, de ses compagnons. Donc, sur un certain point, c'est compréhensible. Mais une fois que vous le transformez en politique, ça devient un cauchemar. C'est exactement ça. Imaginons, par exemple, en France, vous voyez un certain nombre d'extrémistes. C'est normal, ça existe dans les sociétés, il peut y avoir des gens extrémistes. Mais à partir du moment qu'ils sont dans le pouvoir, vous imaginez le cauchemar? C'est exactement ça. Donc c'est un cauchemar parce qu'eux-mêmes, dans leur tête, ils méprisent l'humanité. Donc nous, on est des êtres supérieurs parce qu'on est proche de Dieu, parce qu'on connaît les textes, parce qu'on connaît l'histoire de prophètes. Donc à chaque chose, ils sortent des repères. Le prophète avait fait ça il y a 1400 ans. Hazrat Omar a fait ça. Hazrat Abu Bakr a fait ça. Ali Karamallahu wajhu a fait ça. Je sais pas quoi. C'est-à-dire, ils cherchent à transposer ce qu'ils ont entendu. C'est pas forcément vrai, mais ils ont entendu dans la littérature qu'on leur a appris, et ils le transposent à la réalité d'aujourd'hui. Et ensuite, c'est des gens. Un mollah, c'est quoi dans les sociétés? Un mollah, c'est souvent des gens qui sont pas forcément riches dans les campagnes, qui n'ont pas beaucoup de terres ou de troupeaux. Donc un père de famille qui n'a pas beaucoup de terres, qui n'a pas beaucoup de troupeaux. Donc il ne sait pas quoi faire parce que sa vie, à partir du moment qu'il a 2-3 enfants, devient difficile. Donc il fait en sorte qu'un de ses enfants se consacre à la religion, entre guillemets, à l'apprentissage de l'islam. Donc ce garçon-là va aller d'une mosquée à l'autre et pour aller apprendre. Et cet apprentissage, au 19e siècle, 18e siècle, ça passait quelque chose parce qu'ils n'imaginaient jamais être au pouvoir. Mais maintenant, par tout un truchement de manipulation, comment dire, de renseignement ou de services de renseignement, et on aura transformé en mouvement politique. Donc ces gens-là, ils se considèrent comme l'héritier de prophètes, l'héritier de Omar, l'héritier de Abu Bakr, l'héritier de Ali, et l'héritier de tous ces grands personnages de l'histoire de l'islam. Donc ils se considèrent automatiquement supérieurs à tout le reste de l'humanité. Donc tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils disent, ou tous les actes qu'ils commettent, c'est forcément islamique. Donc c'est la volonté de Dieu. Donc voilà le cauchemar. Mais ensuite, vous transformez ça dans la région le moins avancée, les moins développées, comme les régions de sud, Pashtun principalement, mais ça pourrait arriver chez les Tadjiks et les Ouzbeks, chez les Hazara un peu moins parce que le barrage de chiites sunnites ça passait pas, mais cette fois-ci
ils essayent de jouer avec ça aussi. Il y a quelques Hazaras qui coopèrent parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc ça devient une force incroyable. Donc le soldat n'a aucune connaissance de tout ce que je viens de vous dire. Donc c'est le mollah qui lui dit, quand tu tues, tu deviens Razi, c'est-à-dire le vainqueur, le champion d'un musulman. Quand tu te fais tuer, tu es martyr, tu es shahid, tu vas au paradis, et au paradis tu vas avoir ce qu'on appelle 72 hour, c'est-à-dire 72 belles jeunes filles vierges à ta disposition. Donc le jeune garçon qui est à la limite adolescent ou 20 ans ou 25 ans, quand tu leur dis ça, mais il dit je pourrais jamais me marier parce que j'ai pas d'argent, mais si je suis martyr, j'ai 72 belles filles. Donc il y a tout un tas de manipulations mentales qui se fait. Donc il devient automatiquement un soldat qui va jusqu'au bout. Et il y croit, surtout s'il reçoit sa paye, s'il reçoit son armement et qu'on lui demande rien d'autre en échange. Voilà, ça devient une machine de guerre, une machine à tuer. Oui, il y a un travail de lavage de cerveau en effet